Bonjour à tous et bienvenue sur Horror Spectateur. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Nous plongeons au cœur des histoires d'horreur réelles les plus sombres et les plus glaçantes qui existent. Et si vous êtes un spectateur fidèle, je suis tellement heureux de vous retrouver, mon ami. Cette vidéo est une collection spéciale de toutes mes récentes histoires sur les montagnes Appalaches. Un lieu rempli de secrets, de légendes et de choses qui ne collent pas tout à fait ensemble. Si vous êtes nouveau ici, j'espère que ces histoires vous captiveront comme elles m'ont captivé. Et si vous êtes des habitués, merci du fond du cœur. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je travaille actuellement sur une toute nouvelle compilation pleine d'histoires que vous n'avez jamais entendues auparavant, qui sortira ce dimanche. Votre soutien signifie tout. Chaque commentaire, chaque like, chaque fois que vous vous asseyez simplement pour écouter. C'est ce qui maintient cette chaîne en vie. Alors, merci d'être ici. Maintenant, baissez les lumières, mettez-vous à l'aise, et retournons dans les montagnes. Et n'oubliez pas, la discrétion du spectateur est conseillée. Le piège dans les Appalaches. Ce que je m'apprête à vous raconter est profondément troublant. Du moins, cela l'a été pour moi, et je crois sincèrement que cela le sera pour quiconque a déjà connu le danger dans des zones montagneuses ou forestières éloignées, peu importe où dans le monde. La raison pour laquelle j'ai finalement décidé d'en parler est que suffisamment de temps s'est écoulé pour que je puisse raconter cette histoire sans qu'elle me garde éveillé des nuits durant. Et deuxièmement, parce que quelque chose d'étrangement similaire vient d'arriver à un ami à moi. Je pense qu'il est incroyablement important que les gens soient conscients de ce qui peut arriver dans les zones isolées afin qu'ils puissent prendre toutes les précautions possibles. Plus que tout, je veux que les gens comprennent que ce n'est pas une légende urbaine. Ces choses arrivent réellement, et rester vigilant peut faire toute la différence. Cela s'est passé il y a environ 7 ans. Mon père et moi avions prévu de faire une section du Sentier des Appalaches, précisément dans le nord de la Pennsylvanie. Nous avions déjà fait des parties de ce sentier les années précédentes, mais nous avions laissé une partie inachevée l'année d'avant. Alors cet été-là, nous étions déterminés à la reprendre. Nous avions tous les deux une bonne expérience des sentiers de randonnée, beaucoup d'entre eux, ensemble et seuls. Pas cette section particulière, mais beaucoup d'autres à travers les États-Unis. C'était le début de l'été, et tout indiquait que c'était le moment parfait pour y aller. Les nuits étaient douces, et bien que les journées fussent chaudes, la chaleur n'était pas insupportable. Mais le problème a commencé presque immédiatement. Nous n'avions même pas marché pendant une demi-heure quand mon père a glissé en aidant un randonneur plus jeune à franchir des rochers et s'est coincé le pied. Ce n'était pas une blessure grave, mais il était évident qu'il ne pourrait pas continuer, surtout compte tenu du terrain montagneux que nous allions affronter. À mi-chemin du sentier principal, il y avait une bifurcation qui menait à un vieux chemin envahi par la végétation qui n'avait pas été utilisé depuis des années. On savait qu'il était plus difficile et qu'au fil du temps, il y avait eu des rapports de personnes disparues là-bas. Au moins 2 avaient été retrouvées mortes. Avec la blessure de mon père, continuer sur ce chemin était hors de question. Ma première pensée a été de rentrer à la maison avec lui, mais il a insisté fortement pour que je continue seul. Je traversais une période difficile dans ma vie, et mes 2 parents s'inquiétaient pour ma santé mentale. Mon père savait combien cela signifierait pour moi de terminer le sentier, à la fois symboliquement et émotionnellement. Il a tellement insisté que j'ai finalement accepté. J'ai décidé de raccourcir un peu la distance puisque j'étais seul, mais j'étais déterminé à finir la randonnée. Il est reparti et j'ai continué à avancer. Ce premier jour, j'ai rencontré quelques autres randonneurs, y compris un vieil ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis des années. Même si j'étais encore un peu secoué et agacé par ce qui était arrivé à mon père, au fil de la journée, ce sentiment a cédé la place à une étrange sensation de paix. Vers 17 h, j'ai atteint la bifurcation, la séparation entre le sentier plus récent et bien utilisé, et le vieux sentier sauvage que le temps avait presque effacé. Laissez-moi dire ceci. Si vous n'êtes pas expérimenté, vous ne devriez jamais quitter les sentiers principaux. Ils sont là pour une raison. Sécurité, accessibilité, et la possibilité d'obtenir de l'aide si nécessaire. Mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'expérience. Et aussi beaux que puissent être les sentiers principaux, ils ne sont rien comparés à la beauté brute et sauvage des chemins plus isolés. Je marchais sur ce sentier oublié depuis environ 45 minutes quand j'ai commencé à penser qu'il était temps de trouver un bon endroit pour camper. La zone où j'étais était encore trop en pente, alors j'ai continué jusqu'à trouver un terrain plus plat. Finalement, je suis tombé sur un endroit parfait pour m'installer. Pendant les 2 jours et les 2 nuits suivants, tout était absolument idéal. Vue à couper le souffle, oiseaux qui chantaient, le bruit du vent dans les arbres, la nature dans sa forme la plus pure. Ce n'est que quand j'ai commencé à descendre l'autre côté de la montagne, en direction du sentier principal, que les choses ont commencé à tourner mal. Même si je descendais, je savais qu'il me restait encore environ 2 jours de randonnée avant d'atteindre la sécurité du sentier principal. À mi-chemin de la descente,
je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé le sang. Un t-shirt déchiré taché de ce qui ressemblait à du sang. Il était accroché à des branches, presque comme s'il avait été placé là intentionnellement pour être remarqué. C'était étrange, inquiétant. La vérité est que si vous passez du temps dans la nature sauvage, vous finirez par croiser des gens bizarres. 3 ans plus tôt, j'avais été agressé par un homme en plein milieu du Pacific Crest Trail. La seule raison pour laquelle je me sentais un peu en sécurité était parce que j'étais armé et correctement armé. Personne ne m'embêterait facilement. Juste 1 an avant cet incident, un homme manifestement défoncé avait essayé de pénétrer dans ma tente. Alors, à ce moment de ma vie, je ne m'effrayais pas facilement. J'ai continué à marcher, et après un moment, j'ai trouvé un nouvel endroit pour installer mon camp. Il était plus envahi par la végétation que je ne l'aurais souhaité, mais il avait une bonne ombre, était plat, et semblait protégé. J'ai installé la tente, je me suis organisé, et avant de commencer à cuisiner, à faire bouillir de l'eau pour ajouter à un repas lyophilisé, j'ai décidé d'explorer un peu la zone. C'est alors que j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Tendu bas entre 2 arbres, il y avait un fil de détente. Il était difficile à voir, placé juste à la hauteur des chevilles, mais assez haut pour que quelqu'un trébuche définitivement dessus. Je ne l'ai remarqué que parce que l'un des arbres avait des marques étranges dessus. Et quand je me suis penché pour regarder, le soleil a frappé le fil et il a brillé. Je l'ai coupé immédiatement pour éviter tout accident, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, et je suis retourné au camp. C'était sans aucun doute un piège posé intentionnellement. Et à ce moment précis, quelque chose a changé en moi. Je ne me sentais plus seulement mal à l'aise. J'étais réellement inquiet. Cette sorte de peur ne me frappe presque jamais là-bas sur les sentiers. Je ne m'étais pas éloigné de mon camp. Alors, quand je suis revenu et que j'ai vu ma tente ouverte, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. J'étais absolument sûr de l'avoir fermée. Et pire, mon téléphone avait disparu. Quelqu'un était définitivement passé par là. J'ai attrapé mon arme et j'ai scruté la zone. Et la question qui m'a frappé était comment ? Comment n'avais-je rien entendu ? Pas de pas, pas de bruit de fermeture éclair. Je n'étais qu'à quelques pas. Je n'allais pas attendre que celui qui était là revienne. J'ai tout démonté rapidement et j'ai continué à avancer, complètement sur le qui-vive. Maintenant, le fil de détente et le téléphone disparu n'étaient pas des coïncidences. Je détestais l'idée de marcher dans la forêt la nuit, surtout hors des sentiers, mais l'idée de rester immobile me terrifiait plus. J'ai continué jusqu'à environ minuit quand j'ai finalement arrêté pour manger quelque chose et écouter les bois. J'essayais d'entendre des signes, des pas, du mouvement, quoi que ce soit. Après environ 15 minutes de silence, je me suis convaincu que je m'étais assez éloigné. Celui qui était là devait m'avoir perdu. J'ai réinstallé la tente et j'ai essayé de me reposer, pas de dormir, juste de soulager le poids. Mais je dois m'être assoupi parce que la prochaine chose que j'ai su, c'était le matin. Je me suis levé et je suis sorti. C'est alors que j'ai vu la deuxième chose vraiment terrifiante. Juste devant ma tente, tendue entre 2 arbres, il y avait un autre fil. Je préparais le petit déjeuner quand je me suis penché pour vérifier l'eau et que je l'ai vu briller à nouveau au soleil. Mon estomac s'est noué. J'avais uriné exactement dans cette zone pendant la nuit. Je me souvenais clairement d'un arbre moussu. Cela signifiait que le fil n'était pas là avant. Il avait été placé pendant que je dormais. J'ai suivi le fil des yeux et j'ai vu qu'il était connecté à une poulie de fortune attachée à une branche menant à un conteneur métallique de 5 litres suspendu par des câbles d'acier fin. Le conteneur était plein d'un liquide chimique à forte odeur. Je suis resté en retrait et du coin de l'œil, j'ai aperçu un mouvement. Quelqu'un m'observait depuis les arbres. J'ai couru vers la tente et j'ai vu une silhouette s'enfuir dans la direction opposée. J'ai attrapé mon arme et j'ai tiré. À ce moment-là, je ne me souciais pas des conséquences. Celui qui était là voulait clairement me faire du mal. J'ai continué à l'entendre s'écraser dans les branches en s'enfuyant. J'ai rapidement emballé ce que je pouvais transporter et j'ai commencé à descendre le sentier en direction du chemin principal, alimenté par de l'adrénaline pure. La seule chose qui m'a un peu réconforté était de savoir que celui qui était là, c'était un lâche. Il voulait me faire du mal, mais il ne voulait pas se battre. Il cherchait à me prendre au dépourvu, à frapper quand j'étais vulnérable. Pourtant, chaque instinct de survie que j'avais se déclenchait pendant que je descendais. Chaque pas était prudent, mes yeux scrutaient constamment. Je n'avais aucune idée de combien d'autres pièges pourraient m'attendre. J'ai fini par atteindre le sentier principal plus tôt que prévu. Peu après, j'ai rencontré une famille qui m'a gentiment laissé utiliser leur téléphone pour appeler à l'aide. Inutile de dire qu'une fois que j'ai raconté mon histoire, ce sentier a été fouillé par les autorités. Ils n'ont pas trouvé d'autres pièges, mais ils ont trouvé ma tente abandonnée et le conteneur métallique, qui s'est avéré être rempli d'acide de batterie. Il était suspendu juste au-dessus du sentier, visé directement vers le bas.
Un petit clou attaché au fil agissait comme un déclencheur. Marcher sur le fil, le clou déclenche un levier, et l'acide se déverse directement sur la personne en dessous. C'était fait maison, mais très efficace. La précision, le type de produit chimique, cela m'a glacé jusqu'aux os. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur improvisé. Ce n'était pas aléatoire. Celui qui avait fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Et pire encore, il savait comment le faire sans se faire prendre. Je me suis souvent demandé, comment cette personne a-t-elle transporté de l'acide dans les montagnes sans être vue? La seule explication qui a du sens est que c'était quelqu'un qui connaît ses bois comme le fond de sa poche. Quelqu'un qui y chasse depuis des années. Quelqu'un qui a des caches de provisions cachées à travers la forêt et qui s'en sert quand c'est pratique. Et surtout, quelqu'un qui considère la chasse aux humains comme une sorte de sport. Depuis lors, j'ai lu des tonnes d'histoires similaires de différents sentiers à travers les États-Unis. J'ai même découvert l'histoire de James Scher, un agent du service des forêts des États-Unis en Utah. En avril 2012, il faisait une patrouille de routine le long d'un sentier panoramique populaire au cœur de la forêt quand il a trouvé un fil de détente tendu entre deux arbres à l'entrée d'un petit abri en bois mort. Il l'a suivi et a découvert un piège fait de rochers et de bâtons aiguisés, prêt à tomber si le fil était déclenché. Un autre piège était installé à une deuxième entrée de l'abri. Une fosse bordée de bâtons aiguisés couverte de broussailles et un autre fil de détente tendu juste devant. C'était une configuration dangereuse et mortelle. Nous devons tous être plus prudents et plus vigilants là-bas. Il y a vraiment des gens maléfiques et tordus dans ce monde. La nuit du van. Ce que je m'apprête à vous raconter s'est passé il y a seulement 2 semaines. Et même si j'ai traversé beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, je n'avais jamais imaginé que cette expérience se révélerait être l'un des moments les plus effrayants et les plus hantants que j'ai jamais vécu. Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Et pour être honnête, il n'y a jamais vraiment eu de place pour un véritable sentiment de bonheur. J'ai grandi dans une maison où la violence était quotidienne, avec un père brutal, imprévisible, et consumé par une sorte de rage qui semblait sans fin. Et une mère qui, même si son cœur était au bon endroit et qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait, n'a jamais vraiment été capable de résister à ces explosions de colère. Elle a fini par vivre constamment prise entre la peur et le désespoir. Pourtant, les seuls moments où ma mère semblait trouver cette force intérieure presque surhumaine, c'était quand il menaçait de déverser sa colère sur moi. C'étaient les moments où elle intervenait, même si cela lui coûtait. Et pour cela, quoi qu'il arrive, je lui serai toujours reconnaissant. Cela dit, mon enfance a été misérable, remplie d'instabilité constante et d'un manque presque total d'affection ou de sécurité. Ce qui a bien sûr eu un impact non seulement sur mon estime de moi-même, mais aussi sur mes résultats scolaires. J'avais l'impression d'être né en portant déjà une sentence invisible qui disait que je ne deviendrais jamais quelqu'un de bien ou de significatif dans la vie. Quand j'avais 17 ans, ma mère est décédée. Et cette perte, en plus d'être absolument dévastatrice, est aussi devenue une sorte d'éveil forcé. Peut-être parce que je n'avais plus rien à perdre. Ou peut-être parce que j'ai finalement réalisé que je ne pouvais plus rester dans cet environnement. Alors dès que j'ai eu 18 ans, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai fait face à mon père, et j'ai laissé cette maison derrière moi. Il pouvait gérer sa rage tout seul parce que même s'il m'a donné ses gènes, il n'a jamais vraiment été mon père. Partir n'était pas seulement un pas en avant. C'était une sorte de soulagement indescriptible. Ça fait 12 ans maintenant. Et même s'il y a encore des moments où le passé ressemble à une encre qui me tire vers le bas, je peux honnêtement dire que je sais qui je suis maintenant. Et petit à petit, j'ai reconstruit ce qui était brisé en moi. Ce n'est pas un processus facile, comme vous pouvez l'imaginer. Et parfois il y a des revers, des jours où tout semble s'effondrer à nouveau. Mais dans ces moments, je pense à ma mère, à cette image d'elle se mettant entre moi et les poings de mon père. Et ce souvenir m'aide à traverser les moments les plus sombres. Alors maintenant que c'est dit, il est important d'expliquer que je n'ai jamais eu beaucoup d'opportunités. Et quand j'ai quitté la maison, j'ai fini par vivre dans la rue, ce qui, ironiquement, n'était même pas le point le plus bas de ma vie. J'ai eu la chance de croiser la route d'un bénévole qui a cru en moi sans raison apparente, et qui, avec une générosité incroyable, m'a aidé à retrouver mes forces, à trouver une direction, et m'a même donné une vieille camionnette qui, bien qu'ayant désespérément besoin de réparation, m'a donné une vraie chance de recommencer à zéro. Un petit espace qui me protégeait du froid, de la pluie. Depuis lors, j'ai réussi à construire une vie plus stable. J'ai trouvé du travail, et même si la camionnette n'est pas neuve, avec toutes les réparations que j'ai faites au fil des ans, elle est devenue presque une extension de moi. Bien sûr, je pourrais m'en offrir une nouvelle maintenant, mais cette camionnette signifie quelque chose de plus profond que juste un moyen de transport ou une maison. Elle représente l'espoir. Elle marque le moment où un parfait inconnu a pris un risque pour moi sans rien savoir de moi. Elle me rappelle qu'il y a encore de bonnes gens là-dehors. Chaque fois que je peux prendre du temps libre, j'aime voyager à travers les montagnes.
Cela ressemble à mon espace sûr, un refuge où je peux respirer et être seul avec moi-même. Alors il y a 2 semaines, quand j'ai réussi à obtenir 14 jours de congé, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'explorer une partie des montagnes Appalaches. Je n'habite même pas si loin, mais je n'avais jamais eu l'occasion avant. Et l'idée d'errer dans ces paysages majestueux et isolés m'excitait sincèrement. Voyager à travers les montagnes dans une vieille camionnette n'est pas facile, mais j'y suis habitué. Je connais les bruits que fait la camionnette. Je connais ses limites et j'étais confiant que tout se passerait bien. Les premiers jours ont été paisibles, bien que quelque chose d'étrange soit arrivé. Une nuit vers 3 heures du matin, je me suis réveillé en entendant un son venant des montagnes qui semblait déplacé. Je ne peux même pas le décrire correctement. C'était quelque part entre une baleine lointaine et un bruit métallique étouffé. J'ai fini par l'ignorer et me rendormir, me convainquant que c'était juste un animal. Mais tout a changé la 3e nuit. J'étais en Virginie-Occidentale, l'un des endroits que je voulais le plus visiter. Alors quand j'ai trouvé un bon endroit pour garer la camionnette, un chemin de terre près d'un petit ruisseau, je n'ai pas hésité. Le plan était de rester 2 ou 3 nuits et peut-être faire quelques petites randonnées. Mais les choses ont commencé à tourner mal dès cette première nuit. Je venais juste de finir le dîner et j'étais déjà allongé à l'intérieur de la camionnette. Tout avait été nettoyé. Je regardais des vidéos YouTube sur mon téléphone quand j'ai entendu une voiture passer. Cela a attiré mon attention parce qu'avec le bruit du moteur, il y avait cet étrange bruit de sifflement constant, comme un problème mécanique. Peut-être l'échappement ou les freins. Ce qui m'a vraiment inquiété, c'est la lenteur avec laquelle la voiture roulait. C'est inhabituel dans une zone comme celle-ci où les rares personnes qui conduisent passent généralement vite puisqu'il n'y a pas de trafic ni de gens, juste l'occasionnel animal traversant la route. J'ai ignoré le bruit et je suis retourné à ma vidéo, mais moins de 2 minutes plus tard, j'ai entendu la même voiture à nouveau. Cette fois, tournant clairement sur le chemin de terre où j'étais garé. C'est alors que j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. Dans les zones urbaines, c'est normal de partager l'espace avec d'autres camionnettes ou voitures. Mais dans les bois, où il y a tant d'autres endroits pour s'arrêter, c'est plus que légèrement suspect que quelqu'un choisisse exactement le même endroit. J'ai envisagé que peut-être la personne ne m'avait pas vu garer là ou se sentait plus en sécurité près de quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, cela ressemblait à une excuse boiteuse pour éviter d'affronter l'inconfort croissant que je ressentais. Même avec le rideau fermé, les phares ont éclairé des parties de l'intérieur de la camionnette. J'ai attendu qu'il coupe le moteur et les lumières, mais rien ne s'est passé. Je suis resté complètement immobile et silencieux pendant que les minutes s'égrenaient. Finalement, les phares se sont éteints. J'ai entendu une porte s'ouvrir et se fermer. Puis des pas. Puis une autre porte. Et d'autres pas. C'est alors que j'ai réalisé qu'il y avait plus d'une personne et qu'elle se rapprochait de la camionnette. La panique a commencé à s'installer. J'ai déjà eu des gens qui s'occupaient de la camionnette ou essayaient les portes avant, mais toujours en ville, jamais dans un endroit aussi isolé. L'un d'eux a allumé une lampe de poche et a essayé de regarder à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai pensé à crier, à menacer que j'avais une arme, mais la vérité est que je n'avais rien. Et j'avais entendu trop d'histoires d'autres personnes vivant en camionnette disant que le meilleur mouvement est de faire semblant que personne n'est à l'intérieur. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang et m'a fait me sentir vulnérable d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un bruit sec, une détonation, et j'ai réalisé qu'ils étaient en train de couper les pneus de la camionnette. Quelle que soit la chance que j'avais d'échapper à la situation, elle était partie en un instant. Et si j'avais encore des doutes sur leurs intentions, ces doutes ont disparu. Ils étaient là pour faire du mal à quelqu'un. Et maintenant ils savaient que je ne pouvais pas démarrer la camionnette. C'est alors que j'ai entendu un autre véhicule approcher au loin. Le bruit distinct des pneus roulants sur le gravier. Et à ce moment-là, ma peur s'est transformée en pur instinct. J'ai entendu les hommes s'éloigner de la camionnette, apparemment allant à la rencontre du nouveau véhicule. Je me suis levé, j'ai attrapé le couteau que je porte toujours avec moi, et je me suis glissé dans le siège du conducteur. J'ai ouvert la porte aussi silencieusement que possible et je suis sorti. J'étais dans une position où je ne pouvais pas les voir et espérons-le, ils ne pouvaient pas me voir non plus. J'ai sauté d'une corniche rocheuse et je me suis dirigé vers le ruisseau, me cachant dans les broussailles épaisses. J'étais presque sûr qu'il m'avait entendu. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Et même avec le bruit de la voiture et les voix, je me sentais complètement exposé. Je me suis éloigné en rampant aussi silencieusement que possible, mais j'ai gardé la camionnette en vue. La deuxième voiture s'est arrêtée et au moins 2 autres hommes sont sortis, 4 au total. Je les ai regardés se diriger vers la camionnette. 2 avaient des battes de baseball, un avait un couteau, et l'autre tenait quelque chose que je n'ai pas pu identifier. Ils ont fait le tour de la camionnette, ce qui a confirmé qu'ils pensaient toujours que j'étais à l'intérieur. Un petit soulagement, mais cela signifiait aussi que tôt ou tard ils se rendraient compte que je n'y étais pas,
et pourrait commencer à chercher des traces ou à fouiller la zone. J'ai continué à avancer, essayant de rester silencieux, mais sans perdre de vitesse. Quand j'ai entendu le son inimitable du verre qui se brise, j'ai commencé à courir. J'ai couru comme je ne l'avais jamais fait. Je ne me suis arrêté que le temps de reprendre mon souffle et j'ai continué. Je ne sais pas combien d'heures se sont écoulées dans ce cycle de panique, d'évasion et d'épuisement. Je sais que j'ai passé toute la nuit dehors. Le soleil était déjà levé et je n'avais toujours aucune idée de où j'étais. Juste un couteau dans ma main et mon téléphone laissé dans la camionnette. J'avais soif comme jamais auparavant. Le stress extrême assèche complètement votre bouche. Ce n'est que vers 11 h du matin que j'ai entendu une voiture au loin et réalisé que je devais être près d'une route. Je suis resté caché, craignant que ces hommes ne soient toujours dehors à me chercher ou quelqu'un d'autre. Ce n'est que quand j'ai entendu le bruit distinct d'un camion que j'ai finalement trouvé le courage de sortir des buissons et de demander de l'aide. Le camionneur a été étonnamment compréhensif et m'a dit que quelque chose presque identique s'était produit dans la même zone environ 15 ans plus tôt. Et cela m'a secoué jusqu'au tréfonds de mon être. 15 ans? Étaient-ce les mêmes personnes? Ou y avait-il d'autres groupes là-dehors faisant le même genre de choses tordues et s'en tirant? La police a confirmé qu'il y avait eu plusieurs incidents similaires signalés dans cette région au fil des ans. Ils m'ont ramené à l'endroit où j'avais laissé la camionnette, et la vue m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Elle était complètement saccagée, vandalisée intérieurement et extérieurement, totalement méconnaissable. Depuis lors, je suis resté chez un collègue. Et honnêtement, je pense que mes jours de vie en camionnette sont terminés. Peut-être qu'il est temps de louer un endroit à moi, d'accepter que même si cette vie m'a sauvé un jour, elle n'est plus sûre. Et peut-être qu'elle ne l'a jamais vraiment été. Les veilleurs des Smokies. Très bien, les gars. Alors, attachez vos ceintures parce que ce que je m'apprête à vous raconter va sembler absolument fou. Et si je ne l'avais pas vécu moi-même, je penserais probablement que c'est une creepypasta de feu de camp, moi aussi. Mais c'est réel. Ou du moins, cela m'a semblé sacrément réel. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais j'ai besoin de raconter cette histoire avant qu'elle ne me dévore vivant. Peut-être que quelqu'un là-dehors a entendu quelque chose de similaire. Peut-être que vous avez été dans les Smokies et que vous avez vu des choses que vous ne pouviez pas expliquer. J'ai rejoué cette histoire dans ma tête 1000 fois. Alors, tout cela s'est passé à la fin du mois d'avril 2024. Mais pour vraiment comprendre pourquoi cela m'a secoué si fort, vous avez besoin de l'histoire de fond, qui commence environ 6 ans plus tôt. En 2017, j'ai rejoint ce genre de groupe Facebook un peu rudimentaire pour randonneurs amateurs. Ce n'était rien de sophistiqué, juste un ensemble lâche de gars à travers le sud-est qui voulaient faire plus de randonnées mais n'avaient pas de copains intéressés. Vous postiez un sentier, voyiez qui voulait venir, vous rencontriez, et vous partiez dans les bois. C'est ainsi que j'ai rencontré Jared, Mark, Spencer et John. Au fil du temps, nous 5 avons formé une équipe solide. Nous avions planifié des randonnées de 2 et 3 jours à travers le Tennessee, les Carolines, la Virginie, n'importe où avec des arbres et un peu d'élévation. Nous sommes devenus proches, pas seulement dans un sens nous campons ensemble, mais dans un sens partage tes rêves bizarres et dispute-toi pour la dernière conserve de chili. Vous n'obtenez pas cela souvent après la vingtaine. Pendant des années, nous avons continué à parler de visiter les Great Smoky Mountains. C'est comme le joyau de la couronne par ici, mais d'une manière ou d'une autre, cela a continué à nous échapper. Mauvais timing, météo, permis, nous avions toutes les excuses. Mais l'avril dernier, nous avons finalement réussi. Nous avions planifié une randonnée de 5 jours à travers l'une des sections les moins fréquentées, le genre de chemin que vous ne trouvez pas sur les listes Pinterest ou les blogs pour débutants. Cette section était isolée comme l'enfer. Abris primitifs espacés de loin, pentes raides, forêt dense, le bon matériel. Nous nous sommes tous retrouvés au départ du sentier un mercredi matin frais. Il y avait du givre sur l'herbe, et notre souffle se condensait quand nous parlions. Pas la météo typique pour cette période de l'année, mais à plus haute altitude dans les Smokies, vous pouvez encore avoir des coups de froid au printemps. Nous avons garé nos voitures sur ce petit chemin de gravier un peu douteux, qui aurait tout aussi bien pu être un chemin de débardage, et nous avons commencé à randonner. Le premier jour était magnifique. Ciel dégagé, bourgeons de printemps commençant à éclore, feuilles fraîches sous les pieds. Ce genre de calme que vous n'obtenez que quand vous êtes à des kilomètres de tout ce qui ressemble à une ville. Nous avons atteint le premier abri vers 18 h, juste quand le soleil commençait à saigner de l'orange à travers le ciel. C'était l'un de ces abris en bois classique à 3 murs, un peu bancal, mais il tenait debout. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà quelqu'un là, ce qui était inattendu, mais pas totalement inhabituel. Il semblait avoir la quarantaine, du genre un peu rude avec ce manteau gris élimé par les intempéries, une barbe grise touffue, et un sac à dos qui avait clairement connu de meilleures décennies. Il a dit que son nom était Ray, prétendant qu'il était un chasseur.
Quand nous avons demandé ce qu'il chassait, il a souri d'une façon qui n'a pas atteint ses yeux et a dit « Pas sûr que vous me croiriez ». Nous avons ri. Nous avons pensé qu'il était juste un de ces gars qui aimaient le son de leur propre mystère. Aucun des 5 ne se souciait vraiment de la chasse ou d'entendre des histoires de chasse. Alors, nous n'avons pas demandé. S'il voulait jouer au mystérieux, nous l'avons laissé faire. Nous avons cuisiné nos dîners lyophilisés, raconté de vieilles histoires, et nous nous sommes couchés quand la pluie a commencé à tambouriner sur le toit. Rien de trop sérieux. C'était juste une légère bruine, assez commune dans cette zone et quelque chose que nous attendions déjà. Je me souviens clairement de ce matin-là, surtout parce que j'avais dormi étonnamment bien, toutes choses considérées. Je n'étais pas dans un lit. J'étais enfermé dans un sac de couchage, à moitié exposé au bois, partageant un abri avec 5 autres gars. Pourtant, je me sentais reposé. C'était ma première pensée quand j'ai ouvert les yeux. Mais presque immédiatement, j'ai réalisé que quelqu'un était déjà debout. Jared n'était pas dans son sac. Je me suis assis et je l'ai repéré à l'extérieur de l'abri, debout complètement immobile, regardant le sol comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Il a dû sentir que je le regardais parce qu'il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et m'a fait un signe de la main subtile, comme « Viens voir ça ». Quelque chose dans son visage m'a dit que ce n'était pas rien. Quand je suis sorti et que j'ai atteint le bord de l'abri, je l'ai vu. Le sol était un fouillis d'empreintes de pas, des dizaines, toutes pieds nus. Elles étaient petites, peut-être la taille d'une femme ou d'un adolescent. Mais quelque chose n'allait pas. La forme était étrange. Les orteils étaient trop longs, presque comme des doigts. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace de dérapage ou de traînée. Juste ces étranges empreintes propres estampillées profondément dans la terre humide encerclant notre abri. Nous avons fini par réveiller les autres, espérant que peut-être l'un d'entre eux avait somnambulé ou quelque chose. Aussi improbable que cela soit, une partie de moi voulait toujours que ce soit l'un de nous. N'importe quoi pour donner un sens à ces empreintes. Mais non, tout le monde avait encore ses chaussettes, propres et sèches. Leurs bottes étaient trempées, encore couvertes de boue de la veille, sauf celles de Ray. Ses bottes étaient complètement sèches. Cela seul aurait été assez étrange, mais sa façon d'agir l'a rendu pire. Pendant que le reste d'entre nous se tenait là essayant de comprendre ce que nous voyions, Ray a à peine réagi. C'était comme s'il s'y attendait. Il a regardé les empreintes un moment, puis a calmement commencé à ranger son matériel. Il nous a dit qu'il continuerait le sentier seul. Nous avons demandé s'il savait ce qui avait fait ces traces. Et par sa façon de répondre, il était évident qu'il le savait. Il a dit que c'était la raison pour laquelle il était venu là en premier lieu. Quelqu'un a demandé si c'était une sorte d'animal, et il a haussé les épaules. Puis il a mentionné quelque chose à propos de ces montagnes étant plus vieilles que nous ne le réalisions. Puis il a jeté son sac sur son épaule et parti dans la direction des empreintes. Le reste d'entre nous est resté là à se regarder, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Nous avons pensé qu'il valait mieux continuer à avancer, nous aussi, mais dans la direction opposée des empreintes et de Ray. Personne ne l'a dit à voix haute, mais nous ressentions tous la même chose. Nous avons passé la majeure partie de la journée à échanger des théories, essayant de donner un sens à cela. Peut-être que c'étaient des habitants bizarres qui s'amusaient. Et oui, nous avons même évoqué les vieilles légendes, des histoires que nous avions entendues grandir à propos de choses étranges vivant dans ces montagnes. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, nous étions épuisés mentalement et physiquement. Nous voulions juste oublier toute cette histoire. Nous nous sommes dit que nous étions assez loin maintenant, que quoi que ce soit, cela ne se reproduirait pas. Et même si certains d'entre nous ont parlé de rentrer plus tôt, nous nous sommes convaincus que c'était probablement une farce et avons décidé de suivre le plan, au moins pour une nuit de plus. Mais évidemment, nous avions tort. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Nouvel abri, même chose étrange. Il avait plu légèrement. Et le matin, elles étaient là, encore plus de ces étranges empreintes pieds nus. Cette fois, il y en avait plus. Beaucoup plus. Nous avons compté près de 11 empreintes distinctes, peut-être plus, comme si celui ou ceux qui étaient là-bas avaient tourné autour de nous toute la nuit. C'est le moment où cela a vraiment fait son effet sur nous tous. Quelque chose n'allait pas là-bas. Et quoi que ce soit, cela avait été proche. Trop proche. J'ai toujours été un gros dormeur, le genre de gars qui pouvait dormir pendant un orage. Mais Mark se réveille si une branche bouge dans le vent. Il n'arrêtait pas de dire comment il était impossible que quelque chose ou quelqu'un ait pu tourner autour de nous sans faire de bruit. Pas un seul craquement, pas un froissement. Même sur un sol mou, vous vous attendriez à un bruit, mais c'était comme s'il flottait. 5 hommes adultes endormis comme des morts pendant que ces empreintes étaient posées à quelques pieds de là où nous dormions. Cela n'avait pas de sens. Rien de tout cela n'avait de sens. La 4e nuit, les nerfs étaient à vif. Nous étions physiquement épuisés, émotionnellement détruits, et le temps s'était dégradé.
Une pluie froide et implacable martelait la forêt, trempant tout. L'abri final était plus délabré que les autres, comme si personne ne l'avait utilisé depuis des années. Nous nous sommes blottis à l'intérieur, parlant à peine. Quelque chose avait changé. Les bois semblaient conscients. C'est le seul mot que j'ai pour cela. Cette nuit-là, le temps avait pris un tour pour le pire. Alors, même si nous dormions dans un abri, nous avons installé une bâche sur l'entrée pour bloquer le vent et la pluie. Nous avons aussi convenu de ne pas tous dormir en même temps, juste au cas où. Nous avons pris des quarts. J'étais de garde vers 4h30 du matin, assis là dans le noir, arme à la main, écoutant surtout l'orage s'abattre sur les arbres. Et puis j'ai vu un mouvement. Je regardais à travers une petite ouverture que nous avions laissée près de la bâche, à peine assez large pour remarquer à moins de savoir qu'elle était là. Et à travers cette fente, je les ai vus. Ils sont sortis de la lisière des arbres comme une hallucination. Cette figure, humanoïde, mais fausse, trop petite. Pas comme des petites personnes, mais comme des adultes qui ne se sont jamais complètement développés. Chaque partie d'eux semblait fausse, frêle, sous-développée, presque fragile. Ils étaient complètement nus et d'une manière ou d'une autre insensibles au froid, marchant juste lentement, silencieusement, en cercle autour de l'abri comme s'ils l'étudiaient. J'étais figé, arme à la main, mais complètement bloqué. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas parler. J'étais clairement terrifié, mais bizarrement fasciné aussi. Qu'est-ce que je regardais ? J'ai tendu la main et j'ai tapoté la jambe de Marc. Il s'est réveillé comme s'il avait été entraîné pour cela. J'ai fait signe de garder le silence et je me suis déplacé pour qu'il puisse prendre ma place et voir par lui-même. Mais quand il a bougé, le plastique de son sac de couchage a fait le plus petit bruit. Et cela a suffi. Les figures se sont envolées, se sont précipitées dans la forêt comme des animaux. Au moment où il a eu un regard clair, tout ce qu'il a vu, c'était leur dos disparaissant dans l'obscurité. Ils se déplaçaient d'une façon impossiblement rapide et silencieuse, comme si la forêt les avait engloutis tout entiers. Nous sommes restés assis là en silence, le genre qui semble épais et plein de questions. Je pouvais sentir son corps se tendre à côté du mien, comme si la peur s'était infiltrée dans ses muscles. Quand il a finalement chuchoté, il a juste demandé ce que c'était que ce truc. Je n'avais pas de réponse. J'étais juste soulagé qu'il les ait vus aussi, parce que s'il ne l'avait pas fait, j'aurais passé le reste de ma vie à essayer de me convaincre que je l'avais imaginé. Ils se déplaçaient en ces cercles fluides et flottants, pas comme s'ils se faufilaient, mais comme s'ils avaient tout le temps du monde. Leurs membres étaient trop longs, les genoux pliant un peu mal, et ils ne faisaient aucun bruit. Le sol était de la boue détrempée, et ils étaient pieds nus, mais pas un seul bruit de succion ou de gargouillement. C'était comme s'ils étaient sans poids. Finalement, nous avons réveillé les autres pour leur raconter ce qui venait de se passer. Honnêtement, nous nous sentions tous les deux ridicules de le dire à voix haute, mais personne n'a remis en question. Personne n'a ri ou n'a contesté. Je pense qu'au fond, ils savaient déjà tous que quelque chose était là-bas. Et maintenant 2 d'entre nous l'avaient vu de leurs propres yeux. Au moins maintenant nous pouvions donner une forme à ces empreintes. Je ne sais pas si cela l'a rendu meilleur ou pire. Même s'ils ne semblaient pas dangereux et n'avaient rien fait pour nous. En fait, ils avaient fui au moment où ils ont entendu un bruit. Nous avons quand même décidé qu'il était temps de sortir de ces montagnes. Nous ne pouvions pas donner de sens à ce que nous avions vu. La vérité est qu'aucun de nous n'avait jamais entendu d'histoire à propos de gens sauvages dans les Smokies. Bien sûr, nous avions entendu des rumeurs d'autres parties du sentier des Appalaches, mais jamais dans cette zone. En fait, nous ne savions même pas si c'était des gens. Ouais, ils ressemblaient plus à des gens qu'à tout autre animal, mais en même temps, leur corps était juste bizarre. Nous avons déposé un rapport avec les gardes forestiers quand nous sommes rentrés, leur avons tout raconté. L'un d'eux a pris des notes, a hoché la tête lentement. Et quand nous l'avons poussé pour des réponses, il a juste souri et a dit « Il y a beaucoup d'histoires dans ces bois. La plupart ne mènent nulle part. » Mais ce n'était pas le genre de sourire qui dit qu'il ne vous croit pas. C'était le genre qui dit qu'il avait déjà entendu cela, peut-être trop de fois. Et maintenant je n'arrête pas de me demander à propos de Ray. Ce type savait. J'en suis convaincu. Il était venu là-bas pour chasser, mais n'a pas dit quoi. Je ne pense pas qu'il était là-bas pour du cerf ou de l'ours. Je pense qu'il était après ces choses. Et la vérité est que cette pensée me rend vraiment triste. Malgré tout, ces choses n'étaient pas dangereuses. Elles n'ont pas essayé d'interagir avec nous. Elles n'ont pas essayé de nous faire du mal. Ce qui me fait peur, c'est comment les gens ne semblent pas pouvoir gérer l'inconnu sans ressentir le besoin de le détruire. L'empreinte sur la vitre. Tout cela s'est passé il y a plus de 15 ans, quand je vivais encore avec mes parents et mes frères et sœurs. Mais peu importe combien de temps passe, cette nuit reste gravée dans ma mémoire d'une façon qui m'affecte encore aujourd'hui, surtout quand je suis seul à la maison la nuit. De nos jours,
Je vis dans le Wisconsin, mais je suis né et j'ai grandi en Géorgie dans une zone éloignée des montagnes Appalaches. Pour être complètement honnête, je n'ai jamais vraiment aimé vivre là-bas. Peut-être que c'était l'étrangeté constante dans l'air, que ce soit des sons étranges venant des bois ou des gens qui semblaient parfois complètement hors de leur esprit. Et quiconque vit ou a vécu dans cette région sait que certains jours ressemblent à un spectacle de cirque à part entière. Ma sœur était un véritable prodige de la danse et dès son plus jeune âge, les écoles avaient déjà commencé à exprimer leur intérêt à ce qu'elle rejoigne leur programme. Ce week-end particulier, mes parents avaient prévu un court voyage pour visiter l'une de ces écoles. Ils sont partis juste après le déjeuner vendredi et prévoyaient de rentrer dimanche dès que possible. Mon petit frère, qui n'avait que 8 ans à l'époque, est naturellement allé avec eux. Je n'y suis pas allé, pas parce que je ne pouvais pas, mais parce qu'honnêtement, l'idée de rester seul à la maison était bien trop tentante. Pour vous donner une idée d'où nous vivions, c'était une zone où les maisons ressemblaient plus à de véritables fermes, d'immenses propriétés avec des terres qui s'étendaient sur des kilomètres dans la forêt. Cela signifiait que nous vivions dans une isolation presque complète. Du côté de ma mère surtout, notre famille avait une relation longue et profondément enracinée avec les armes. Alors dès mon plus jeune âge, j'avais l'habitude de les voir dans la maison. Et plus important encore, je savais exactement comment les utiliser. Avant de partir, mon père a répété, probablement pour la 100e fois, les 3 règles d'or auxquelles il croyait. Ne réagissez pas au bruit venant de la forêt. N'ouvrez la porte à personne. Et jamais sous aucune circonstance ne sortez après la tombée de la nuit. Des règles simples, mais prises très au sérieux par les gens qui vivent là-bas. Je lui ai dit que j'allais juste passer la nuit tranquillement à jouer à des jeux vidéo et que j'irais me coucher tôt, ce qui pour être juste était mon plan. Dès qu'ils sont partis, j'ai suivi tout ce que mon père m'avait enseigné à la lettre. J'ai verrouillé toutes les fenêtres, les portes et tous les autres points d'entrée potentiels dans la maison. J'ai gardé la fenêtre du salon pour la fin, une immense fenêtre qui occupait presque tout un mur et était la pièce maîtresse de notre maison. Pendant la journée, elle remplissait le salon de lumière du soleil. La nuit, nous la fermions habituellement sauf les nuits de pleine lune où nous laissions les stores ouverts jusqu'à ce que la dernière personne aille se coucher juste pour profiter de la vue. Cette nuit-là était une nouvelle lune, et même s'il faisait noir, il y avait cette étrange sorte de lueur à l'extérieur qui rendait la forêt au loin à la fois fascinante et terrifiante. C'était une belle sorte de peur, si cela a du sens. Comme une sorte de terreur contrôlée que j'avoue avoir un peu appréciée. J'ai verrouillé toutes les fenêtres, mais comme je prévoyais de traîner dans le salon à jouer à des jeux, j'ai laissé cette grande ouverte. J'ai réchauffé la pizza que mes parents m'avaient laissée. Je me suis affalé sur le canapé et j'ai joué pendant des heures. Finalement, épuisé et à moitié endormi, j'ai éteint la PlayStation. Je suis resté là sur le canapé pendant quelques secondes, et bien sûr, j'ai fini par m'assoupir. Je me suis réveillé vers 4 heures du matin avec cette sensation insupportable que quelqu'un me regardait. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais oublié de fermer les stores. Encore groggy, je me suis levé pour les fermer et j'ai vu quelque chose qui m'a figé jusqu'au tréfonds de mon être. Une empreinte de main sur le verre. On aurait dit que quelqu'un avait pressé sa main contre le verre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Le clair de lune était juste assez fort pour que je puisse clairement voir la forme de la paume et des doigts. Je suis resté là paralysé pendant quelques secondes, puis j'ai essayé de me convaincre que cela aurait pu être une empreinte laissée par l'un de mes parents quelques jours plus tôt. J'ai fermé les stores, je suis allé dans ma chambre, et plus par instinct que par une croyance réelle, j'ai fermé la porte à clé derrière moi. Le samedi a commencé complètement normalement, sans rien d'inhabituel. Je n'avais pas de vrai projet, alors j'ai invité un ami de l'école à passer l'après-midi. Il est arrivé vers 14 heures et est resté jouer à des jeux avec moi bien après le dîner. Quand je l'ai raccompagné à la porte, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter une seconde. Une paire d'empreintes de pas dans le sol humide à l'extérieur. Il n'avait pas plu le matin, mais vers 16 heures l'après-midi, il y avait une légère bruine, ce qui signifiait que ces empreintes avaient dû être faites après son arrivée, et aucun de nous n'était sorti dehors pendant tout ce temps. Cette empreinte de main sur le verre est revenue me hanter l'esprit. Est-ce que quelqu'un avait rôdé autour de la maison? Je ne voulais montrer aucun signe de peur devant mon ami, alors je n'ai pas dit un mot. Mais dès qu'il est parti, j'ai vérifié et revérifié chaque porte et fenêtre, puis j'ai attrapé l'une des armes que nous gardions dans la maison. Parce que peu importe combien j'essayais de me convaincre du contraire. Cela ne ressemblait plus à une coïncidence. Quelqu'un avait été là-bas la nuit précédente, me regardant pendant que je dormais sur le canapé. J'ai pensé appeler mes parents, mais je ne voulais pas avoir l'air de ne pas pouvoir gérer la situation ou pire, leur donner une raison de ne plus jamais me laisser seul à la maison. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé de me calmer avec l'idée que même si quelqu'un avait été là-bas, il était toujours dehors. Et cette idée m'a donné quelques minutes de réconfort. C'est-à-dire jusqu'à ce que je commence à monter les escaliers vers ma chambre et que je remarque une ombre immobile en haut, juste dans le coin où j'avais l'habitude de me cacher pour faire peur à mes frères et sœurs.
C'est alors que j'ai su sans l'ombre d'un doute. Je n'étais pas seul dans la maison. J'ai serré l'arme fermement, sentant instantanément le poids réel de ce que cela signifierait d'appuyer sur la détente contre un autre être humain. Sans réfléchir 2 fois, j'ai foncé vers la porte de la cuisine qui menait au garage, je l'ai claquée derrière moi, et je me suis acheté quelques précieuses secondes. J'ai réussi à déverrouiller la porte du garage, à sauter dans la vieille voiture de mon père, celle qu'il me laissait parfois conduire. Et juste comme j'enfonçais la clé dans le contact, j'ai entendu des pas frénétiques descendre les escaliers, suivis de coups violents sur la porte. Quelqu'un essayait de l'enfoncer. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur et dans le rétroviseur, je l'ai vu clair comme le jour. Un homme habillé tout en noir passant par la porte maintenant brisée. Mon cœur avait l'impression qu'il allait exploser hors de ma poitrine. Et c'est honnêtement un miracle que je n'ai pas causé 2 accidents séparés cette nuit-là tant mes mains tremblaient. J'ai conduit directement chez mon ami parce que je ne savais pas où aller ailleurs. Et ce n'est que quand je suis arrivé là-bas que j'ai finalement senti que je pouvais respirer à nouveau. Son père a appelé la police, puis a pris contact avec mes parents. La police est venue, a tout examiné, mais à part la porte de la cuisine qui avait été enfoncée, rien n'était cassé ou déplacé. La seule chose qui a confirmé que quelqu'un avait effectivement été à l'intérieur était le morceau de papier laissé sur mon lit. Écrit à la main dessus se trouvaient les mots « La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance ». J'ai fini par vivre dans cette maison pendant encore 6 ans, mais je n'y ai jamais passé une autre nuit seule. Ni moi, ni personne. Mes parents ont amélioré toute la sécurité, et nous n'avons jamais eu d'autres incidents après cela. Pourtant, toutes ces années plus tard, à des milliers de kilomètres de là, je frissonne chaque fois que les ombres s'étirent sur les murs de ma maison. Comme, pour un instant, j'ai à nouveau 16 ans, regardant en haut des escaliers, figé sur place, absolument sûr que quelqu'un me regardait depuis l'obscurité. L'intrusion. De nos jours, je vis à New York, mais j'ai grandi et passé toute mon enfance en Virginie occidentale. Jusqu'à la nuit où cette histoire se déroule, j'adorais vivre là-bas. Mais après ce qui s'est passé, je n'ai jamais pu penser à cet endroit comme un chez moi. Ça fait 23 ans maintenant, et je peux enfin regarder cette nuit avec un peu de distance émotionnelle. Les moments les plus durs sont quand je vais rendre visite à mes parents et que je remets les pieds dans cette maison, cette chambre et cette nuit. Je venais d'avoir 13 ans la semaine précédente, et dans toute mon arrogance de préadolescent, je commençais à un peu me rebeller. Complètement convaincu que j'étais déjà assez grand pour prendre mes propres décisions. Notre maison était dans un quartier avec quelques autres maisons à proximité, mais juste dans notre arrière-cour se trouvait la lisière de l'une des plus grandes forêts de la région. Mes parents étaient toujours très stricts à propos de ne jamais me laisser seul à la maison. Nous vivions dans un endroit relativement calme, certes, mais il n'était pas inhabituel d'entendre parler de petits cambriolages de temps en temps. Et l'année précédente, dans la ville voisine, un enfant avait complètement disparu. Il n'avait que 7 ans, pris à l'intérieur de sa propre maison pendant que ses parents et grands-parents étaient là. Cela avait été un énorme scandale par ici, et cela n'avait fait que rendre mes parents, et honnêtement la plupart des parents de la zone, encore plus prudents cette nuit particulière. Nous nous étions disputés l'après-midi. Je ne me souviens même pas de ce qui l'a déclenché, mais je me souviens exactement comment cela s'est terminé. Des cris et ma ferme décision que je n'irais pas à la fête de travail de ma mère. J'étais déterminé. Je me souviens avoir crié au point où ma mère, qui perdait rarement son sang-froid, s'est vraiment mise en colère. Cela aurait pu être l'une des pires disputes que nous ayons jamais eues. Ils étaient sincèrement blessés, et je me souviens d'eux sortant et claquant la porte derrière eux sans dire un mot. Ils avaient prévu de rentrer juste après le dîner. Moi, d'autre part, j'étais fier de moi. J'avais enfin toute la maison pour moi et pouvais faire ce que je voulais, du moins jusqu'à ce qu'ils rentrent. Je sais que j'étais complètement têtu, un de ces enfants arrogants qui pensent tout savoir. Mais pour être juste, cette phase est venue et partie assez vite. Je veux dire, la plupart d'entre nous la traversent à un moment donné, certains plus que d'autres, mais c'est une expérience assez universelle. Comme je n'avais pas de télévision dans ma chambre, je suis resté dans le salon. Il devait être vers 20h30 quand l'orage a commencé. Pluie battante, vent violent. Je pouvais entendre les arbres se fouetter à l'arrière et je devais monter le son de la télé juste pour entendre quoi que ce soit. Vers 21h10, le téléphone fixe a sonné. C'étaient mes parents appelant pour dire qu'il y avait eu un glissement de terrain sur la route principale menant à la ville et que la circulation était complètement bloquée. C'est alors que j'ai réalisé à quel point l'orage était sérieux. Ma mère parlait plus fort que d'habitude, peut-être à cause de la pluie martelant sur la voiture. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien. J'essayais toujours de jouer le rôle de l'enfant en colère, mais la voix de ma mère, triste, anxieuse, a juste effacé toute colère restante que j'avais. Alors, je lui ai dit que j'allais bien et je lui ai demandé de ne pas s'inquiéter. Elle m'a donné une liste de choses à faire. Vérifie que toutes les fenêtres et portes sont bien fermées.
Débranche quelques appareils juste au cas où l'orage causerait une surtension. Apparemment, mon père avait déjà tout verrouillé avant de partir, mais il voulait que je vérifie quand même. On pouvait entendre l'orage depuis le rez-de-chaussée, mais une fois que j'ai commencé à monter les escaliers, j'ai réalisé que le deuxième étage était bien plus froid, et le bruit de la pluie et du vent était bien plus fort. Au début, j'ai pensé que c'était juste la chambre principale, qui faisait face au bois et résonnait toujours plus fort quand il pleuvait. Mais quand je suis arrivé en haut des escaliers, j'ai remarqué que la fenêtre de la salle de bain était grande ouverte. Je n'y ai pas trop pensé, j'ai supposé que le vent l'avait soufflée ouverte. Je suis allé, je l'ai fermée, et je suis retourné en bas attendre mes parents. Mais le temps passait, et rien ne se passait. Puis vers 21h45, le téléphone a sonné à nouveau. Mes parents voulaient vérifier que tout allait bien. Ils ont dit que la police essayait de dégager la route, et avec un peu de chance, ils seraient à la maison dans 1 heure. J'allais raccrocher quand j'ai entendu le plancher de l'étage craquer. La maison n'était pas neuve, et nous avions des problèmes d'humidité depuis un moment. Alors, certains endroits, surtout près de ma chambre, craquaient toujours quand quelqu'un marchait dessus. J'ai raccroché et je me suis figé, essayant de déterminer si je l'avais imaginé. C'était un son faible, à peine perceptible, mais il était là. Le plancher craquait. Et puis aussi soudainement que cela avait commencé, le son s'est arrêté. Je me suis dit que c'était probablement juste le vent ou un changement de pression ou quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas y avoir quelqu'un à l'intérieur. S'il y avait quelqu'un, j'entendrais plus que de simples craquements faibles. Je me suis rassis dans le salon, mais je devenais de plus en plus anxieux. Tout ce que je voulais, c'était que mes parents rentrent à la maison. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Je suis diabétique et je dois vérifier ma glycémie régulièrement. Je sais reconnaître les signes d'alerte depuis que je suis enfant. Si mes niveaux deviennent trop élevés, j'ai besoin d'insuline immédiatement ou je pourrais faire un choc. Tous mes fournitures médicales étaient sur ma table de nuit. Et même si c'était la dernière chose que j'avais envie de faire, je savais que je devais monter à l'étage. J'ai commencé à monter les escaliers et en approchant du sommet, tout mon corps s'est tendu. Des parties du plancher du couloir étaient mouillées comme si quelqu'un était entré avec des chaussures trempées et avait laissé une traînée. C'est alors que tout a fait clic. La fenêtre ouverte, les bruits à l'étage, et maintenant cela. Mais quand je suis d'abord monté pour fermer la fenêtre, il n'y avait pas d'eau sur le plancher, ce qui signifiait que si quelqu'un était entré par là, il était déjà dans la salle de bain en même temps que j'y étais, probablement caché dans la baignoire pendant que j'étais debout à quelques pieds de là, fermant la satanée fenêtre. Cette réalisation m'a terrifié d'une façon que je ne peux toujours pas pleinement expliquer. J'ai eu l'impression d'avoir presque une crise cardiaque sur place. Ma chambre était la première porte dans le couloir. Puis au bout se trouvait la salle de bain et à côté, la chambre de mes parents, juste là où le plancher était mouillé. Très lentement, je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Mes parents avaient une règle stricte, pas de verrouillage des portes des chambres. Alors, ils avaient enlevé la clé. À ce moment-là, j'aurais donné n'importe quoi pour savoir où ils la gardaient. Je suis couru vers ma table de nuit, j'ai attrapé mon lecteur de glycémie et j'ai vérifié combien d'insuline j'avais besoin. C'est alors que j'ai entendu le plancher craquer à nouveau. J'ai attrapé tout ce que j'avais et je me suis caché dans mon placard. Maintenant, voici la chose à propos de ce placard. Quand mes parents ont acheté la maison, ma chambre était à l'origine 2 pièces séparées. Ils les ont transformées en une seule, mais il y avait une partie du mur qu'ils ne pouvaient pas complètement enlever. Alors, ils ont construit un placard autour. Pour optimiser l'espace, ils ont ajouté un espace de crawl caché à l'arrière que personne ne connaissait. C'était ma cachette préférée quand je jouais avec mes cousins. Je continuais à entendre les craquements plus clairement maintenant, comme si les pas venaient du bureau de ma mère dans la pièce voisine. Cela m'a donné juste assez de temps pour m'injecter l'insuline. Puis j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Quelqu'un était réellement entré. À ce moment-là, j'étais déjà à l'intérieur de l'espace de crawl, et la porte était fermée derrière moi. Je ne pense pas avoir jamais eu aussi peur de ma vie. Ils ont traversé la pièce, fait le tour du lit, jeté un coup d'œil derrière les rideaux. Ils cherchaient définitivement quelque chose. Puis j'ai entendu des pas se diriger vers le placard. J'ai entendu la porte s'ouvrir, senti les vêtements être poussés d'un côté. J'étais sûr qu'ils allaient me trouver, mais après un long silence, les pas se sont éloignés, et je les ai entendus s'asseoir sur mon lit. J'avais les 2 mains sur ma bouche, essayant de ne pas faire un seul son. Et puis, par-dessus le bruit de la pluie, j'ai entendu la voiture de mes parents entrer dans l'allée. La personne s'est levée, est allée à la fenêtre, l'a ouverte. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ma mère a commencé à appeler mon nom. C'est alors que j'ai craqué. Je me suis complètement effondré, pleurant comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Comme si toute la peur que j'avais refoulée soudainement déchirait son chemin pour sortir.
J'ai entendu mes parents appeler plus fort, sentant peut-être déjà que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas répondre, encore moins bouger. Je n'avais aucune idée si cette personne était encore dans la maison. Ce dont je me souviens après cela vient par flash. Je me souviens de mes parents me portant hors de cet espace de crawl, me traînant presque. Je me souviens d'essayer d'expliquer à travers la pure panique ce qui s'était passé. L'arrivée de la police. Une femme vraiment gentille me posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je n'ai jamais vu le visage de la personne. Je ne savais même pas si c'était un homme ou une femme. Après tout ce qui s'est passé, je n'ai plus jamais été laissé seul. La semaine suivante, mes parents ont installé un système d'alarme. Plus tard, on nous a dit qu'un homme avait été arrêté pour s'être introduit dans une autre maison et volé des objets de valeur. Ils ont dit que c'était probablement lui, mais je savais que ce n'était pas le cas. La personne qui était entrée dans notre maison avait eu la chance de voler quelque chose et n'avait rien pris. Rien ne s'est jamais reproduit. Et avec le temps, je me suis calmé. Mais cette nuit a brisé mon sentiment de sécurité dans cette maison. J'ai avancé et j'y pense rarement sauf les nuits où je retourne dormir dans cette chambre et redeviens cet enfant terrifié de 13 ans. Le gardien des bois. Je m'appelle Liam et il y a 5 ans j'ai pris ma retraite. J'ai été garde forestier toute ma vie. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai assez de matériel pour écrire plusieurs livres sur tout ce que j'ai vu et vécu dans nos parcs nationaux. Comme vous pouvez vous y attendre, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas libre de dire ouvertement. Mais au fil des ans, j'ai partagé quelques histoires. Certaines excentriques avec des fins heureuses. D'autres profondément troublantes avec les pires issues imaginables. Et puis il y a celles que je considère comme les pires de toutes. Celles qui restent inexpliquées. Celles qui ne nous laissent qu'une certitude. Que quelque chose de vraiment terrible s'est passé. Même si nous ne savons pas exactement quoi. Ce sont en fait celles qui sont les plus difficiles à supporter parce que ce sont celles qui nous hantent, qui restent avec nous au fil des ans et nous empêchent de dormir la nuit. Cette histoire particulière que je m'apprête à vous raconter est celle qui m'empêche de dormir depuis des années. Et ce qui me ronge le plus n'est même pas la violence de ce que j'ai vu, mais le manque de réponse, le silence absolu des autorités compétentes. Ce qui m'ennuie le plus, c'est le sentiment que peut-être je n'ai jamais eu d'explication. Non pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce qu'ils ne voulaient simplement pas me la donner. Parce que, et j'en suis sûr, quelque chose de confidentiel se passe dans ces montagnes. Comme je l'ai dit, tout cela s'est passé il y a pas mal d'années. Et à l'époque, les outils et protocoles de recherche et sauvetage étaient très différents de ceux que nous avons maintenant. Bien moins développés et beaucoup plus limités. En commençant par le début, cette nuit-là, j'étais en patrouille dans une section du Sentier des Appalaches. Pardonnez-moi de ne pas être plus spécifique, mais j'ai déjà eu des problèmes avant pour avoir essayé de faire connaître cette histoire. Alors, cette fois, je joue la prudence. Ce que je peux vous dire, c'est que cela s'est passé dans une zone longtemps considérée comme problématique, où les disparitions surviennent bien plus souvent que dans d'autres forêts et où les crimes, quand ils arrivent, ont tendance à être particulièrement brutaux et violents. Travailler dans cette zone avait toujours une étrange dualité. D'un côté, c'est d'une beauté à couper le souffle, mais de l'autre, cela vous force à rester constamment alerte, concentré à 200%, faisant toujours attention à votre environnement parce qu'à tout moment, une personne déséquilibrée pourrait se présenter prête à causer des problèmes. La nuit venait juste de tomber quand j'ai reçu l'ordre d'enquêter sur un campement qui, selon les rapports, avait été abandonné. La famille d'un couple avait donné l'alerte après avoir perdu le contact avec eux, et la femme avait été retrouvée dans un état chaotique. Jusqu'à ce point, seule la femme avait été retrouvée, errant seule sur une route, dans un état de choc profond, avec ses vêtements déchirés et incapable de former des phrases cohérentes. Elle avait été emmenée à l'hôpital la veille, mais la vérité était que très peu de choses étaient connues. Ma mission était de localiser où ils avaient campé et si je pouvais confirmer l'endroit, appeler du renfort. L'homme, à ce moment-là, était toujours porté disparu. Personne ne savait où il était. Et selon la femme elle-même, elle ne semblait même pas se souvenir d'avoir un mari. C'est à quel point elle était confuse et mentalement éparpillée. Trouver le campement n'a pas été difficile puisque la famille avait une assez bonne idée d'eux où ils voulaient camper et avait même quelques coordonnées approximatives. La partie la plus difficile était en fait de gérer ce que j'ai trouvé là-bas et d'essayer de donner un sens logique à ce qui aurait pu se passer. J'avais randonné pendant environ 45 minutes quand j'ai commencé à entendre des sons au loin. Au début, j'ai supposé que c'était un animal, quelque chose de totalement normal et honnêtement pas quelque chose qui m'inquiétait le moins du monde. Mais en m'approchant, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose d'étrangement humain dans ces sons. Quand j'ai finalement atteint la clairière, j'ai été accueilli par une scène de destruction totale. Le campement était complètement saccagé. Et au milieu du chaos se trouvait un homme en haillons creusant un trou énorme à main nue. Il le faisait de façon compulsive, frénétique, presque comme un animal avec le bout de ses doigts ensanglantés et couvert de terre.
dans un état si perturbant que j'ai gelé pendant quelques secondes. J'aurais dû appeler du renfort immédiatement. Mais la vérité est que j'étais tellement choqué par l'image devant moi que j'ai choisi plutôt d'approcher lentement, essayant de comprendre ce qui se passait. Pas une seconde, je n'ai pensé qu'il pourrait être dangereux jusqu'à ce qu'il me frappe en plein visage, me faisant tomber en arrière, ma tête heurtant une roche, et je me suis évanoui instantanément. Quand je me suis réveillé, il faisait noir complet. La douleur à l'arrière de ma tête était insupportable, et il n'y avait aucun signe de l'homme nulle part. Ma radio était toujours allumée, et heureusement, quand ils ont perdu mon signal, ils ont envoyé une équipe d'urgence. Je me suis levé avec difficulté, titubant encore, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait autour de moi. Même si le campement ressemblait à ce qui avait été attaqué par des animaux sauvages, tout renversé, nourriture éparpillée, tente à moitié effondrée, ce qui m'a vraiment troublé était le silence complet. Pas un son, juste un chaos silencieux total. J'ai fouillé la tente, qui était vide, et j'ai commencé à marcher autour. Il y avait des signes de nourriture en train de pourrir, des vêtements sales, plusieurs empreintes de papier nu qui semblaient appartenir à différentes personnes. Et c'est alors que j'ai entendu quelque chose. Une respiration faible, presque imperceptible. Cela m'a fait réaliser que je n'étais pas seul. J'ai regardé autour de moi instinctivement, mais je n'ai vu personne. Mes yeux se sont fixés sur le bord de la clairière, les arbres denses et sombres. Et c'est alors que je me suis souvenu du trou que l'homme creusait. Je me suis dirigé vers là et quand j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, j'ai senti un frisson profond. L'homme était allongé au fond du trou, immobile, recroquevillé presque en position fétale, comme s'il était mort ou endormi. Malgré la peur, je pouvais voir sa poitrine se soulever et s'abaisser. C'est alors que j'ai réalisé à quel point ce trou était énorme. Il était assez grand pour accueillir un adulte de taille normale sans avoir à se baisser. Le sol était dur, plein de racines épaisses et d'herbes hautes. Combien de temps lui avait-il fallu pour creuser cela avec rien d'autre que ses mains? Je me suis mis à couvert dans les bois, me cachant, et j'ai appelé du renfort. Je ne voulais pas réveiller l'homme et risquer toute confrontation. Alors, je suis resté caché jusqu'à ce que l'aide arrive. C'était un soulagement de savoir qu'ils étaient déjà en route et seraient là bientôt. Quand l'équipe est finalement arrivée, sortir l'homme du trou n'a été rien de facile. Il était en plein mode survie, agressif et désorienté, comme un animal piégé. C'est le moment où cela est devenu clair comme de l'eau de roche pour moi que quelque chose de vraiment traumatique leur était arrivé. La famille n'avait pas eu de leurs nouvelles depuis plus de 2 semaines. Et jusqu'à ce que la femme soit retrouvée, ils pensaient que tout allait bien. Mais leur comportement, surtout le regard dans les yeux de cet homme, n'était pas juste de la peur. C'était le regard de quelqu'un marqué à jamais par quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Tous les deux ont été emmenés à l'hôpital et une enquête a été lancée. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Chaque fois que j'essayais d'en apprendre plus auprès de mes supérieurs, ils me disaient juste que mon travail était fait et qu'il n'y avait rien à signaler. Parmi les autres gardes forestiers, des théories ont commencé à circuler. Certains ont dit qu'ils étaient sous drogue, qu'ils avaient mangé une plante toxique ou qu'ils hallucinaient de faim. Mais aucun de nous n'avait la moindre idée de ce qui s'était vraiment passé. J'ai plus tard découvert que la femme, malgré son discours fragmenté, n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'ils avaient été attaqués par des gens de la forêt. Et c'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que j'avais écarté auparavant. Peut-être à cause du coup à la tête. Le campement était plein d'empreintes de papier nu. L'homme portait des chaussures quand nous l'avons trouvé. Idem pour la femme. Bien sûr, ils auraient pu marcher pieds nus à un moment donné, mais il y avait trop d'empreintes et elles semblaient appartenir à différentes personnes. Pourquoi rien de cela n'a-t-il été mentionné dans les rapports officiels? Je n'ai pas de preuves de ce que je vous raconte. Tout ce que j'ai, c'est mon instinct me disant que quelque chose de plus s'est passé dans cette forêt, et personne ne veut en parler. Un détail que je n'ai jamais pu oublier est qu'ils avaient tous les deux des blessures profondes sur le corps. Des blessures qui n'auraient pas pu être auto-infligées. Soit ils se sont attaqués l'un l'autre, ce qui semble improbable, soit ils ont été attaqués par quelqu'un d'autre, mais par qui et pourquoi? Des mois plus tard, j'ai essayé de les contacter ou leur famille, mais on m'a dit qu'ils ne voulaient plus en parler. J'ai essayé d'aller de l'avant. Je le jure. Mais 2 ans plus tard, à cet endroit exact, 3 amis sont sortis des bois dans un état de panique absolue, affirmant avoir été poursuivis par un groupe de personnes. L'enquête a été superficielle, presque symbolique, et on a dit que tout cela était juste quelque chose que les enfants avaient inventé pour attirer l'attention. Mais j'en ai vu un. J'ai vu son visage. Et je sais que personne ne feint cette sorte de peur. Personne n'interprète aussi bien la panique pure, surtout pas pour passer aux informations. Et cette affaire, encore une fois, n'a même pas fait les nouvelles. La vérité est que je n'ai pas de réponse, seulement des questions. Et quelque chose me dit que je mourrai sans jamais savoir ce qui se passe vraiment dans cette partie oubliée des montagnes Appalaches.
La maison des grands-parents. Je suis né et j'ai grandi en Alabama, précisément dans une petite ville nichée dans les montagnes Appalaches. J'ai toujours aimé vivre là-bas. L'atmosphère était paisible, les voisins étaient amicaux, et bien que des choses étranges se produisent de temps en temps, ce n'était jamais rien de suffisamment sérieux pour me faire vraiment détester cette partie du pays. Pour moi, cela reste l'un des endroits les plus authentiques et inoubliables où une personne peut grandir. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée exactement 2 semaines après que nous ayons emménagé dans une nouvelle maison pendant une période où j'étais complètement seul. Pour que tout ait du sens, je dois commencer par le début. Mes grands-parents sont décédés quand je n'avais que 13 ans. Je me souviens parfaitement du jour. Ma grand-mère était sortie pour une promenade dans les bois, quelque chose qu'elle faisait souvent, et a fini par faire une crise cardiaque. Mon grand-père, peut-être de chagrin ou pour une autre raison que nous n'avons jamais vraiment comprise, est décédé quelques mois plus tard exactement de la même façon. Une crise cardiaque au même endroit exact pendant l'une de ses promenades solitaires. À l'époque, personne n'a vraiment cherché d'explication plus profonde ou de lien entre les 2 décès. D'abord, parce que nous étions tous encore en deuil et essayions de faire le deuil de la perte. Et deuxièmement, parce qu'ils avaient tous les 2 plus de 85 ans, ce qui rendait plus facile d'accepter cette coïncidence. Après tout, à cet âge, tout peut arriver à tout moment. Et dans les bois, il suffit d'une petite frayeur ou d'un peu d'effort pour que ce soit fatal. La vérité est qu'à part mon grand frère, qui n'a jamais vraiment accepté la version officielle, personne ne s'est vraiment donné la peine de trouver une explication plus logique ou concrète de ce qui s'est passé. À l'époque, nous vivions dans une maison assez vieille. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'emménager dans la maison de mes grands-parents. Moi, ma mère et mon frère, qui avait 4 ans de plus que moi. Ma mère, qui était mère célibataire depuis que mon père est décédé quand j'étais encore un bébé, a toujours dû travailler dur pour nous soutenir. Parfois, elle cumulait 2, voire 3 emplois à la fois, ce qui signifiait qu'elle était hors de la maison la plupart du temps. Mon frère, étant plus âgé et ayant déjà son propre groupe d'amis, sortait aussi beaucoup, surtout la nuit. Cela me laissait, moi, juste 13 ans, seul à la maison assez souvent. Quelque chose qui, aussi dur que j'essayais d'agir comme un adulte et d'être indépendant, me faisait toujours un peu mal à l'aise. La vérité est que j'aimais mieux notre ancienne maison. Elle était plus proche de la ville, et nous avions des voisins à proximité. À la maison de mes grands-parents, l'arrière-cour donnait directement sur les bois, et cela me donnait toujours un sentiment étrange, comme si quelque chose d'invisible regardait depuis les arbres. Je me souviens clairement d'une histoire de mon enfance quand mon frère a dû voir le psychologue de l'école, parce que pendant des semaines, il n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il y avait des créatures vivant dans la forêt. Ils ont dit qu'il avait une sorte de trouble anxieux. Et finalement, il a arrêté d'en parler. Peut-être parce que quelqu'un lui a appris à se taire, ou peut-être parce qu'il a réalisé que personne ne le croyait. Mais cette histoire n'a jamais quitté mon esprit. Et peu importe combien j'essayais de l'ignorer, elle était toujours là, comme une ombre dans ma mémoire, nourrissant silencieusement mon anxiété. Retour à la nuit où tout s'est passé. Cela faisait quelques semaines depuis que notre grand-père était décédé, et seulement 2 semaines depuis que nous avions emménagé. J'étais complètement seul. Ma mère travaillait un quart de nuit dans un bar et mon frère était sorti à une fête avec des amis. Juste pour que vous puissiez vous imaginer la maison. Elle a 3 étages et est construite sur une petite colline. Cela signifie que le sous-sol est au niveau du sol à l'arrière de la maison, mais enterré dans la colline à l'avant. Si vous entrez par l'arrière-cour à travers les bois, vous entrez directement dans le sous-sol et devez monter 2 étages pour atteindre ma chambre. Si vous entrez par l'avant, vous entrez directement dans le salon et la cuisine, puis n'avez qu'à monter un seul escalier pour arriver au 2e étage où je dormais. J'étais allongé dans mon lit, en train de lire. Il était passé 23 heures quand j'ai clairement entendu le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait. Je me suis figé instantanément. Je connaissais bien cette maison, et j'étais absolument certain que si c'était une fenêtre, cela ne pouvait être que celle du sous-sol. C'était la seule fenêtre coulissante dans la maison. Toutes les autres étaient des vieilles fenêtres à l'ancienne qui s'ouvraient vers l'intérieur. La fenêtre du sous-sol avait été remplacée récemment et était différente, et je savais pour un fait que je l'avais verrouillée. Elle ne pouvait pas être ouverte de l'extérieur. Si c'était ma mère ou mon frère, ils devraient passer par la porte, pas par la fenêtre. Je suis resté complètement immobile dans mon lit, tendant l'oreille pour entendre quoi que ce soit d'autre. Le silence était total, mais mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans toute la pièce. Je n'avais que 13 ans, et même si je voulais être courageux, j'étais seul dans une maison qui ne me sentait toujours pas comme la mienne, au milieu d'une forêt dense et sombre. J'avais peur. Vraiment peur. Des minutes ont passé. Je ne sais pas combien. Et le silence est resté. Pas de bruit. J'ai commencé à me convaincre que j'avais tout imaginé. Je suis retourné à mon livre, ou du moins j'ai essayé, mais je ne pouvais pas me concentrer. Peu importe combien de fois je lisais et relisais la même page, rien ne restait.
Je n'avais pas de télévision ou d'ordinateur dans ma chambre à l'époque, alors je suis juste resté allongé à regarder le plafond, essayant de m'endormir. C'est alors que j'ai entendu la voix de mon frère m'appeler. J'ai sursauté, mais en même temps, j'ai ressenti une vague de soulagement. C'était peut-être lui qui avait fait le bruit de la fenêtre, et je n'avais juste pas entendu la porte s'ouvrir. Je lui ai répondu, mais n'ai pas eu de réponse. J'ai rappelé, toujours rien. Je suis sorti de mon lit et je suis allé à la porte. J'ai entendu la voix de mon frère encore m'appeler. Et alors j'ai commencé à descendre les escaliers, suivant ce son familier. À mi-chemin vers le sous-sol, j'ai vu la fenêtre coulissante grande ouverte. Et à cet instant précis, j'ai su pour sûr que quelque chose n'allait pas. À ce moment exact, j'ai senti quelque chose bouger derrière moi. Je me suis retourné et en haut à l'étage, j'ai vu une ombre passer. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai foncé à travers le sous-sol, suis sorti par la fenêtre ouverte, et j'ai sprinté à travers l'arrière-cour dans une course paniquée et irrationnelle, jusqu'à ce que je percute mon frère et 2 de ses amis qui rentraient juste des bois. Il était choqué de me voir comme ça et a immédiatement commencé à demander ce qui s'était passé. Je lui ai dit, toujours paniqué, que quelqu'un était dans la maison. Il a essayé de me calmer et a promis qu'il vérifierait la maison avec ses amis. Ils ont fouillé toute la maison de haut en bas, mais n'ont rien trouvé. Pas de traces, pas de marques, aucun signe d'effraction, rien pour prouver ce que je venais de vivre. Je sais que j'étais jeune et je sais que j'avais peur, mais je n'imaginais pas les choses. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Et ce qui me dérange encore aujourd'hui, toutes ces années plus tard, c'est le silence. Même si la maison était plus récente, elle avait toujours les vieux planchers de l'époque de mes grands-parents. Et chaque pas faisait du bruit. Il craquait, résonnait. Mais cette nuit-là, rien. Pas un seul son, pas un seul pas. Juste la fenêtre ouverte et la voix de mon frère, qui n'était pas là. Le chasseur masqué. Ce que je m'apprête à partager avec vous ne m'est pas arrivé, mais à mon grand-père. Et c'est une histoire qui sert de rappel brutal pour quiconque pense qu'il connaît vraiment ses amis, voisins ou connaissances. La vérité est que la réalité est souvent plus trouble et bien plus complexe que nous aimerions le croire. Même quand nous pensons avoir compris quelqu'un, il y a toujours des couches cachées, des comportements masqués et des signes d'avertissement subtils que seuls les plus observateurs remarqueront jamais. Cette histoire a eu lieu il y a 43 ans dans un coin isolé et du moins à l'époque complètement oublié du monde, le comté de McDowell, Virginie-Occidentale. Mes grands-parents avaient une petite cabane en bois nichée au cœur des montagnes Appalaches, complètement coupée de tout et de tous. Ce n'était pas leur maison principale, mais ils y passaient beaucoup de temps, surtout mon grand-père, qui avait toujours préféré l'épais silence tranquille de la forêt au bruit constant des villes, ou même des petites villes à proximité. Cette cabane, qui m'appartient maintenant, était toujours méticuleusement entretenue, bien plus que leur maison réelle. Mon grand-père la traitait comme un espace sacré. Chaque planche, chaque clou, chaque centimètre de cet endroit semblait avoir été mis là avec le genre de soin que vous n'utiliseriez que si vous construisiez quelque chose pour durer des générations. En fait, la cabane lui avait été transmise par mon arrière-grand-père. Cet été particulier, mon grand-père avait décidé de faire quelques rénovations dans le grenier. Ce n'était pas un grand espace, mais il voulait en faire meilleur usage. Entre mettre de l'isolation, rapiécer les murs et renforcer le toit, le travail s'avérait beaucoup plus difficile et plus long que prévu. Ma grand-mère était restée en ville pour s'occuper de ma mère, qui n'était encore qu'une petite fille à l'époque, et ne prévoyait pas de le rejoindre avant quelques semaines. Alors il était complètement seul dans cette cabane. Maintenant, quiconque connaît ces bois est plus important encore, quiconque les respecte, comprend qu'il y a certaines règles non écrites que vous suivez sans question. Vous ne vous promenez pas à travers les arbres après la tombée de la nuit. Vous ne répondez pas aux voix venant des fourrés. Vous n'entrez jamais dans un fourré dense sans savoir exactement comment en sortir. Et par-dessus tout, vous n'allez jamais dans les bois sans une forme de protection. Mon grand-père suivait ces règles comme si c'était l'évangile, comme un code de conduite. Et je peux vous dire en toute confiance que quand je vais dans cette cabane de nos jours, je les suis aussi, par respect et par peur. Pas que j'y aille souvent. Je vis en ville et cette partie du pays m'a toujours donné la chair de poule. Il faut une certaine sorte de personne, quelqu'un bien plus courageux que moi pour vivre là-bas. La nuit où tout a commencé, mon grand-père avait passé toute la journée à boucher un trou dans l'un des murs du grenier. Il avait essayé d'utiliser une sorte de mortier qui s'est avéré être un échec, alors il a dû improviser, ce qui a traîné le travail bien après le coucher du soleil. Même s'il était encore assez jeune à l'époque, il avait toujours eu du mal à dormir. Insomnie chronique, cauchemars vivaces, cycle de sommeil perturbé, alors il était souvent épuisé pendant la journée. Cette nuit-là, l'épuisement l'a frappé si fort qu'il s'est évanoui sur le canapé. N'a même pas dîné ou pris de douche. Il a juste cédé au poids dans son corps et laissé ses yeux se fermer,
glissant dans une sorte de sommeil qui ressemblait à une extinction mentale et physique. Ce qui l'a vraiment secoué le lendemain matin, c'est qu'il avait complètement oublié de faire ses vérifications habituelles avant de se coucher. Il n'avait pas verrouillé la porte d'entrée, n'avait pas sécurisé les fenêtres, n'avait pas vérifié que les volets étaient bien fermés. Rien de tout cela. Et malgré être mort de fatigue, cela avait été une nuit agitée remplie de rêves enchevêtrés, de bruits étranges et d'images dérangeantes. Il se souvenait clairement d'avoir entendu un doux coup à la fenêtre. Un tapotement étrangement poli, mais persistant comme si quelqu'un essayait de ne pas être remarqué. Il se souvenait avoir regardé vers le son et avoir vu ce qu'il pensait être un enfant. Sa tête était ensanglantée, tordue légèrement, comme s'il essayait de regarder à l'intérieur de la cabane. Il s'est réveillé le lendemain matin dans une panique, convaincu que tout cela n'avait été qu'un autre de ses cauchemars récurrents. Mais celui-ci était différent. Il pouvait réellement se souvenir des détails, quelque chose qui arrivait rarement. Habituellement, il se réveillait juste avec un vague sentiment d'appréhension, aucun souvenir de ce dont il avait rêvé. Toujours secoué, il a pris un petit déjeuner léger, puis est sorti prendre l'air et tirer les jambes. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose d'étrange sur la fenêtre du salon. Au début, cela ressemblait juste à une autre tache dans l'accumulation de saleté, mais en s'approchant, il a vu que c'était du sang séché, de petites marques, comme si quelqu'un avait pressé son front ou ses mains contre le verre. Le souvenir du rêve l'a frappé comme une gifle. Et si ce n'avait pas été un rêve après tout? Et si cet enfant avait vraiment été là? Il n'est pas resté pour le découvrir. Il a attrapé son fusil et a décidé de fouiller la zone. À l'époque, on n'appelait pas simplement la police pour chaque petit problème. Surtout pas dans des endroits éloignés comme celui-là. Tout le monde savait que de mauvaises choses se passaient là-bas. Règlements de compte, transactions illégales, parfois pire. Les gens faisaient des choses innommables dans ces collines. Et parce qu'il était rare que les forces de l'ordre s'impliquent, les gens apprenaient à gérer les choses par eux-mêmes. C'était une question de survie, d'instinct. Il était dans les bois depuis un moment quand il a entendu quelque chose sur sa droite. Un craquement de branches, quelque chose qui bougeait. Il s'est baissé dans les fourrés sans réfléchir, a sorti ses jumelles, et ce qu'il a vu a fait couler son sang-froid. Un grand homme portant un masque rudimentaire et tenant un fusil droit devant lui, comme s'il chassait quelque chose. Pendant un moment, mon grand-père a pensé que c'était peut-être juste un chasseur. Il a même envisagé de crier pour faire savoir au gars qu'il n'était pas seul, pour éviter un accident. Mais quelque chose dans son instinct lui a dit de rester silencieux. Le masque, la posture, la façon dont le gars tenait l'arme. Cela ne sentait pas bon. Cet homme n'était pas là-bas pour du cerf, alors il l'a suivi. Ne savait pas pourquoi, ne pouvait pas faire demi-tour. Quelque chose était profondément faux. Cette image de l'enfant ne quittait pas son esprit, et de plus en plus, il commençait à croire que ce n'avait pas été un rêve. Il a avancé lentement, prudemment, gardant toujours l'homme en vue. Il ne se souvient pas combien de temps il a suivi. Cela aurait pu être des minutes. Cela aurait pu être une heure. Puis soudainement, l'homme masqué s'est arrêté. Il s'est déplacé, s'est tendu, et s'est tourné directement vers mon grand-père. Son cœur s'est arrêté. Il a pensé qu'il avait été repéré, pensé qu'il allait se faire tirer dessus. Mais alors il a réalisé que l'homme ne le regardait pas. Il regardait quelque chose se déplaçant bas sur le sol entre eux. Là, dans les fourrés, se trouvait un garçon à peine mobile, pratiquement invisible. Mais si vous regardiez de près, vous pouviez dire qu'il était désorienté, essayant de ramper, trop faible pour courir. Sans hésitation, mon grand-père a levé son fusil et a tiré. Pas pour tuer, mais pour arrêter l'homme. Il l'a touché à la jambe juste assez pour le faire tomber. Puis il a couru vers l'enfant. Le garçon s'est enfui dès qu'il a vu courir comme l'enfer à travers les arbres, même s'il était clair qu'il n'avait plus rien dans le réservoir. Mon grand-père l'a poursuivi et l'a rattrapé rapidement. L'enfant tremblait comme une feuille. Son visage était égratigné, ses genoux ensanglantés, les yeux écarquillés avec l'horreur qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir apportée. Il était pieds nus, ses talons déchirés par la course sur les racines et les rochers. Ses vêtements étaient déchirés et tachés de boue, de feuilles et de ce qui ressemblait à du sang. Mon grand-père s'est agenouillé et a doucement attrapé ses épaules, comme s'il avait peur qu'un simple toucher puisse le briser. Il a essayé de le calmer, lui a dit qu'il était en sécurité maintenant, que personne ne lui ferait de mal. Il a essayé de s'enfuir à nouveau, mais l'épuisement a gagné. Il s'est effondré dans les bras de mon grand-père. Il lui a donné de l'eau, l'a enveloppé dans une couverture qu'il avait emballée par instinct, et ils sont restés là, tous les deux, pendant ce qui semblait être des heures. Finalement, mon grand-père a senti que l'enfant était assez calme pour bouger. Il lui a dit qu'il allait juste vérifier l'homme qu'il avait tiré, qu'il ne serait parti qu'une minute. L'enfant a à peine hoché la tête. Quand il est revenu à l'endroit, l'homme avait disparu. Pas de corps.
juste une petite flaque de sang et des marques de traînée. Au début, il a pensé que le gars avait rampé, mais alors il a vu les empreintes de pas, 2 séries côte à côte menant dans les bois plus profonds. Quelqu'un l'avait aidé. Il est revenu en courant et a trouvé l'enfant toujours là, recroquevillé au pied d'un arbre. Il l'a ramené à la cabane, a démarré le générateur, a réchauffé de la soupe en conserve et l'a nourri. Plus tard cette nuit-là, une fois que l'enfant s'était évanoui d'épuisement, il a fait de la randonnée pour descendre la montagne jusqu'au bureau du shérif. L'enfant a été emmené à l'hôpital. Finalement, il est apparu qu'il s'était échappé d'un endroit appelé Holford, un foyer notoire pour enfants en difficulté. Mais le problème, comme c'est souvent le cas, n'était pas avec les enfants. Dans des villes comme celle-là, les gens savent toujours plus qu'ils ne le laissent paraître. Et après que l'histoire se soit répandue, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens découvrent qui étaient ces 2 hommes. Il s'est avéré que c'était un secret de Polichinelle, qu'ils étaient tous les 2 étranges. Ils passaient trop de temps dans les bois. Personne ne savait exactement ce qu'ils faisaient. Après cette nuit, ils ont disparu, partis. Les flics ont fait une descente chez eux et sont revenus bredouille. Mais derrière la vieille remise où ils travaillaient, cachés dans une trappe, ils ont trouvé 3 masques de plus. C'est alors que mon grand-père a dit que son estomac s'est retourné et qu'une sorte de rage froide s'est emparée de lui. L'un de ces hommes, celui au masque, était le même gars qui l'avait aidé à changer un pneu crevé quelques semaines plus tôt quand sa voiture était restée coincée dans l'asphalte en train de fondre. Le même gars qui lui offrait toujours une tasse de café quand il s'arrêtait pour faire le plein. Ils avaient même parlé d'aller chasser ensemble quand le temps se refroidirait. Il semblait gentil, amical, même drôle. Pas une seule fois mon grand-père n'avait suspecté quoi que ce soit. Dans les jours qui ont suivi, la police a fouillé les bois, a passé au peigne fin le village, a vérifié chaque piste, mais ils n'ont jamais trouvé aucun des 2 hommes. Ils ont disparu comme de la fumée. Personne ne les a revus depuis. Même leurs rares parents ont prétendu ne rien savoir. Ils n'ont jamais été formellement inculpés. Il n'y a pas eu de procès, pas de réponse. Mais des rumeurs ont commencé. Les gens juraient que la police avait déterré des os sur une propriété abandonnée. D'autres disaient que c'était juste de l'hystérie de petite ville. La police, comme toujours, ne nous a presque rien dit. Mon grand-père n'en a plus jamais beaucoup parlé. Il est devenu plus silencieux, ce qui voulait dire quelque chose parce que c'était déjà un homme de peu de mots. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il avait appris une dure leçon cette nuit-là. Les monstres ne se cachent pas dans l'ombre. Ils sont juste devant nous, souriant, faisant des signes, offrant un coup de main quand nous en avons besoin. Ils ont des emplois, des familles, des amis. Et même quand nous pensons que nous faisons attention, même quand nous sommes sûrs de pouvoir voir les signes, parfois nous ne voyons rien du tout jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À ce jour, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé dans ces bois. L'affaire a été enterrée, et la plupart des gens ont oublié. L'enfant que mon grand-père a sauvé a été rendu à l'État et mon grand-père n'a plus jamais entendu parler de lui.